Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sophie. Bienvenue dans cette édition. Il est 19h au sommaire de votre journal. Ce soir, la rencontre TFC Bastia annulée. La cité Daniel Fauché évacuée. Ce week-end, la Garonne est montée très haut et très vite. Malgré une relative accalmie sur le front des intempéries, la préfecture engage chacun à rester vigilant. Le point sur la situation dans ce journal. Le comité central européen d'Airbus Group s'est tenu ce matin à Toulouse. 396 postes devraient être supprimés chez Astrium Toulouse. On y revient dans un instant. Enfin, nous recevons ce soir Christophe Vidal. Il est le maire de la nuit, élu en novembre dernier par les Noctambules de la Ville Rose. Il veut organiser des états généraux de la nuit. Mais tout d'abord, indestructible, invincible, immortel, les qualificatifs ne manquent pas pour rendre hommage à cette magnifique équipe de handballeurs qui est allée décrocher pour la 3e fois le titre européen au Danemark. Les Bleus sont rentrés en fin d'après-midi, vous le voyez sur ces images, et ils ont descendu les Champs-Élysées pour le plus grand bonheur de leurs supporters. Des Bleus qui ont livré un match parfait contre les Danois hier, élu pour sa part homme du match en demi-finale contre l'Espagne. Et décisif hier avec 9 buts sur 11 tentatives, eh bien le jeune Valentin Porte a littéralement crever l'écran, et on a de quoi être fier ici à Toulouse puisqu'il évolue depuis quelques années au Félix Toulouse Handball. Samuel Prieur a réussi à le joindre, le jeune médaillé en fin de matinée avant son retour en France. Une petite gueule de bois, mais quel bonheur, on l'écoute. Vous nous avez fait vibrer hier soir en finale de l'Euro face au Danemark. Félicitations, c'est votre premier titre international, champion d'Europe. Est-ce que vous réalisez? Je commence petit à petit, hein. C'est vrai que pas encore totalement. Je pense que je réaliserai quand j'atterrirai en France et que je verrai et que je fêterai ça avec le public français. Et le fait que ce soit face au Danemark, le pays hôte, ça rajoute un peu à l'exploit? Ah bah tout à fait, de toute façon c'est ce qu'on voulait. Quitte à être champion d'Europe, autant battre ce qui se fait de mieux et chez eux en plus. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé devant 15 000 Danois surchauffés pendant quelques minutes et vite éteint après. Et non, c'est ça qui rend encore la victoire encore plus jolie. Et personnellement, vous vous êtes senti dans un état second? J'étais habité, sûrement. Non, mais comme je disais, j'étais dans un climat de confiance total avec mes coéquipiers autour de moi qui m'épaulaient parfaitement. Donc rien pouvait m'arriver, quoi. Tout passait. C'était vraiment du plaisir de jouer avec ces gars-là, quoi. Après la demi-finale, je me suis dit bon, peut-être que tu en as beaucoup fait. Et la finale, tu passeras à côté parce qu'ils vont t'observer ou je ne sais quoi. Mais apparemment, ça s'est passé autrement et j'en suis encore plus ravi. Vous pouvez nous expliquer votre soirée d'hier? Comment vous avez fêté le titre? On avait privatisé un restaurant où on a fêté dignement avec quelques personnes du public, les sponsors, tous les gars de l'équipe, le staff. Donc c'était vraiment très sympa. On a partagé de bons moments. Et fatigué aujourd'hui? Un peu fatigué, ouais, mais bon, il faut remettre ça aujourd'hui en France avec tout le public français cette fois. La médaille d'or, elle est où? Elle va être gardée bien au chaud? Actuellement, elle est dans ma poche, au chaud. Elle va rester là un moment, puis elle ira dans ma vitrine. C'est la première, j'espère, d'une longue série, donc on verra par la suite. Une médaille bien méritée. Valentin Porte et ses coéquipiers nous ont littéralement transportés hier face à des Danois pourtant très remontés. Retour sur une finale de rêve signée Samuel Prieur. De suspense, il n'y a pas eu hier en finale de l'Euro de handball. Les premières minutes de match donnent le ton. Un nommé hier décisif, un Karabatic au-dessus de la mêlée, un Porte inarrêtable. L'équipe de France de handball a dominé de la tête et des épaules le favori danois. Une avance de 5 buts après 10 minutes de jeu, 7 longueurs d'avance à la mi-temps. Cette finale fut un récital, une démonstration de force d'un collectif hors norme. Hier, Jérôme Fernandez et ses coéquipiers ont remporté le 3e Euro de l'histoire de l'équipe de France. Les Bleus, qui se disaient outsiders en début de compétition, n'ont pas fait de détails. Victoire 41-32. Un moment de sport rare, mais que les handballeurs tricolores ont pris la bonne habitude de nous faire vivre. Les joueurs changent, mais l'esprit reste. C'est une des plus belles réussites du sélectionneur toulousain, Claude Onesta.
Et on attend le retour de nos champions d'ici la fin de la semaine, Valentin Porte ou encore Jérôme Fernandez. On espère d'ailleurs qu'ils feront un petit détour par nos studios. Mais on espère, on croise les doigts et sachez que vous pouvez participer au choix du nouveau surnom des Bleus sur la toile. Et en pagaille, on trouve aujourd'hui les monstres, les intouchables ou encore les extraterrestres. Allez, on quitte l'euphorique Planète Handball, retour à l'actualité toulousaine avec un avis vigilance jaune maintenu sur la Garonne toulousaine. Le dispositif de sécurité a été levé hier soir à Toulouse après avoir été maintenu tout le week-end. Les pluies très abondantes ont saturé des sols gorgés d'eau. De nombreux cours d'eau ont quitté leur lit en Midi-Pyrénées. Retour sur un week-end les pieds dans l'eau, signé Marie Larpent. Un peu plus de 3,80 m d'eau pour la Garonne au centre-ville de Toulouse. C'est le pic atteint samedi après-midi. On s'approchait alors des hauteurs d'eau enregistrées en 2004. À la mairie, un plan inondation communal et un poste de commandement ont été mis en place. En face de chaque hauteur d'eau, on a une action à mener. On sait quel est le territoire concerné, les mesures à prendre, etc. Si vous voulez, donc à 3,50 m on fait ça, à 3,80 m on fait ça. Au fur et à mesure de la montée de l'eau, on évacue un certain nombre d'endroits, on prend des mesures, on réquisitionne des endroits pour loger les gens, en général des gymnases. Et ce qui est, disons, apaisant dans cette affaire, c'est que tout est prêt. Et ça va de la police municipale qui sait qu'il va évacuer un certain nombre de personnes à la cuisine centrale qui sait qu'elle doit nourrir un certain nombre de personnes. Plus de 150 personnes étaient mobilisées pour ce dispositif. La préfecture a également pris des mesures à l'échelle du département. Nous avons mis en place effectivement des pompiers, des gendarmes. Nous avons fait venir une unité de la sécurité civile, donc du ministère de l'Intérieur, qui s'est installée à Grenade. Voilà, donc on a pu préparer, on a ouvert nos centres opérationnels d'État donc en préfecture pour permettre effectivement d'anticiper d'éventuels drames. On va, avec les différents maires concernés, maintenant faire une espèce de débriefing de ce phénomène. Aujourd'hui, l'épisode semble clos. La décrue annoncée samedi après-midi se poursuit. À la mairie, les dispositifs ont été levés. La passerelle Vigry, les accès aux quais et les portes étanches resteront fermés jusqu'au nettoyage complet des berges. À midi, la préfecture donnait un avis de vigilance jaune sur la Garonne toulousaine. Sur le front social, 396 postes devraient être supprimés au sein de la branche Défense et Espace et plus particulièrement au sein d'Astrium, la filiale spatiale d'Airbus Group. C'est ce qu'on a appris à l'issue du comité central européen qui s'est tenu ce matin à Toulouse. En fin d'année, je vous le rappelle, le patron d'Exo-ADS annonçait déjà 5800 suppressions de postes dans le groupe. Oui, et selon une source syndicale, 1400 emplois seraient concernés ces prochaines années en France. On écoute tout de suite Françoise Valin, déléguée syndicale CFE-CGC et membre du comité européen Airbus Group. Elle nous explique que la branche Airbus Défense et Sécurité sera bien la plus touchée par cette restructuration massive. Il s'agit de mettre en place cette nouvelle branche qui est touchée parce qu'elle est réduite à la fois en effectif par un plan opérationnel qui nous a été présenté et également par le fait de synergie que la direction estime pouvoir trouver entre Astrium, Cassidian et la partie des avions militaires. On ne peut pas dire qu'on a tous les arguments, on ne peut pas dire qu'on est beaucoup plus satisfait. Vous savez, il y a encore d'autres réunions du comité européen à venir, une en février, une autre en mars. Mais surtout, ce qui est le plus important pour nous, c'est d'attendre les travaux que doivent nous rendre, les analyses que doivent nous rendre les experts. Nous avons deux experts, un expert sur la partie financière et un expert qui va travailler sur la partie organisation, économie, organisation. Et donc nous attendons ces analyses-là pour vraiment pouvoir dire si on aura tous les éléments pour donner un avis. Et dans le reste de l'actualité toulousaine, on l'a appris aujourd'hui, l'homme d'affaires et directeur du journal toulousain, Martial Layani, a été placé en détention provisoire hier dans le cadre d'une vaste affaire d'escroquerie financière présumée. Une escroquerie de très grande ampleur, pas moins de 120 victimes à Toulouse, en France et en Europe, ont cru à des placements très juteux à l'étranger, pouvant rapporter plus du double de leur mise en investissant dans la crevette brésilienne, et c'est sérieux. C'est pas une blague. Toujours est-il que l'affaire a viré au fiasco financier, à l'arnaque pyramidale présumée. On parle aujourd'hui de 16 millions d'euros investis pour rien. Une affaire hors norme mise au jour par les enquêteurs de la division financière du SRPJ de Toulouse. Sujet complet dans notre édition demain soir. Les chiffres de la délinquance ont été dévoilés en début de soirée en Haute-Garonne. On note une recrudescence des violences physiques crapuleuses ainsi que des violences intrafamiliales. En revanche, les cambriolages sont en diminution.
Sujet complet et détaillé dans notre édition de demain soir. Et en attendant, on s'arrête sur un fait notable, la découverte d'armes et de caches d'armes à Toulouse. En 2013, en effet, on a découvert 98 armes à feu et armes blanches dans les quartiers du Mirail, des Isards et de Borderouge. C'est ce que nous explique justement Henri-Michel Comet, le préfet de région, au micro de Jean-Marc Lucas. Nous avons effectivement découvert des caches d'armes jusque très récemment et j'espère que nous allons en découvrir beaucoup grâce au renseignement général et grâce à la police technique et scientifique. Donc effectivement c'est peut-être le signe du grand banditisme, c'est aussi le signe, si vous voulez, qu'il y a des liens très directs entre la lutte contre les stupéfiants sur lesquels nous progressons, sur lesquels nous avons des résultats, et puis ces trafics d'armes. Toutes ces choses-là sont très intimement liées, donc nous progressons. Nos résultats sont au rendez-vous, peut-être est-ce une bonne nouvelle aussi. Dans la lutte contre le trafic illégal d'armes, nous n'avions jamais encore obtenu autant de bons résultats que cette année. C'est peut-être aussi parce qu'il y a plus d'armes. En bref, à noter que les 2 adolescents toulousains partis début janvier faire la guerre en Syrie ont été récupérés. Le premier est rentré hier en France, le second devant suivre rapidement. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui de sources proches du dossier. L'un des 2 jeunes hommes âgés de 15 ans était sur le point de reprendre le chemin de la France. Son père est allé le chercher en Turquie. Oui, et le second jeune homme âgé de 16 ans est revenu hier après-midi. Les 2 adolescents scolarisés à Toulouse avaient décidé de rejoindre les combattants d'Al-Qaïda le 6 janvier dernier. Le père de l'un des 2 djihadistes avait lancé un appel désespéré auprès de tous les médias pour retrouver son fils et mettre en garde contre les recruteurs qui endoctrinent les jeunes en France. Tout autre chose à présent, il a été élu en novembre dernier par les réseaux sociaux et les établissements de la nuit toulousaine. Il est également éditeur du magazine Minuit. Christophe Vidal est le maire de la nuit. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre heure donc? Non, pas encore. À quoi sert un maire de la nuit? Est-ce que vous êtes le roi des dance floors? J'aime beaucoup danser la nuit, très associée. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'univers de la danse depuis les culottes courtes, je dirais. Donc oui, c'est la musique. Dance floor, c'est peut-être un petit peu réducteur. C'est aussi le ballet, pourquoi pas. Les premières parties de soirée, le temps social, où on se retrouve au théâtre. Mais oui, c'est associé en effet à la danse avant toute chose. Mais à quoi sert le maire de la nuit finalement? Déjà, comment il a été élu, c'est de rappeler un petit peu l'origine de ce maire de la nuit. Par les réseaux sociaux. Entre autres, hein, oui, entre autres, il y a un collectif qui s'appelle Culture Barbare qui fait la promotion, ou en tout cas qui défend le tissu culturel à travers les cafés-concerts à Toulouse et en France. Ce collectif vient de Nantes, qui a décidé de lancer une élection d'un maire de la nuit à Paris, à Nantes et à Toulouse. Voilà. Que dans 3 villes en France. Via les réseaux sociaux, les établissements nocturnes. Voilà, un premier tour via les réseaux sociaux, Facebook, un second tour dans des établissements, une trentaine d'urnes. À peu près 1500 votes. À peu près 1300 C'est un petit électorat. Votes. Petit, mais bon, qui est significatif sur une première élection. C'est vrai que Toulouse est la ville où il y a eu le moins de votants. Vous étiez nombreux au poste de maire de la nuit? Il y avait 6 candidats. 3 finalistes, 2 qui ont fusionné leur liste, et puis donc je me suis retrouvé en face de 2 étudiants. Et si on allait droit au but, alors expliquez-nous. Que j'ai battu. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc c'est quoi un maire de la nuit? Un maire de la nuit, à la base, le collectif qui a porté cette élection souhaitait qu'il porte la parole des fêtards toulousains ou des fêtards nantais ou parisiens. Moi, en tant qu'éditeur du magazine Minuit à Toulouse, depuis 4 ans, je porte déjà une voix qui est très transversale. C'est la voix à la fois de ceux qui travaillent la nuit. On est 3,5 millions de personnes en France à travailler la nuit. À Toulouse, on le saura bientôt, mais c'est autour de 50 000 personnes. C'est porter la parole aussi, bien sûr, de ceux que j'appelle les jouisseurs de la nuit, les épicuriens finalement de la nuit, et puis des exclus, ils sont nombreux. Exclus, c'est ceux qui sont sans domicile fixe, mais aussi ceux qui sont pour des raisons de travail, de manque de travail, de chômage, ou ceux qui sont en difficulté affective, qui restent chez eux, il faut les considérer. Et puis, très important à Toulouse, ce sont aussi les riverains, qui pour certains souffrent de nuisances. Et donc vous nocturnes. avez plein d'envies, plein d'idées, vous allez pour cela organiser des états généraux de la nuit. Quelles sont les problématiques que vous souhaitez aborder? Il y a 3 étapes. La première étape, bon, c'était l'élection, c'est aujourd'hui de travailler sur un audit de Toulouse la nuit, sur 6 segments, le transport, la sécurité, le social santé. Mais travailler comment, c'est-à-dire? Ça veut dire que nous menons des entretiens.
Une soixantaine de contacts. On rencontre bien sûr la municipalité, la préfecture, je l'espère bientôt, des associations, des riverains, des patrons, des professionnels, des syndicats qui nous parlent de la nuit toulousaine. Ça, c'est la première étape, donc qui est très, c'est du labeur, hein, c'est un travail d'artisan. On collecte l'information pour ensuite mettre en place des états généraux de la nuit qui auront lieu le 1er mars et ensuite rédiger assez rapidement ce livre blanc, un livre blanc qui sera remis à la fois aux professionnels et aux candidats à l'élection municipale. Alors justement, on est à quelques semaines du premier scrutin des municipales. Vous rencontrez chacun des candidats pour un entretien de la nuit. Ça consiste en quoi? Ça consiste, c'est 1h30 d'entretien avec un candidat où je l'interroge, je lui pose des questions sur finalement comment il appréhende la nuit. Qu'est-ce que la nuit pour lui, mais sur les fameux volets, transport, sécurité, entre autres, urbanisme de nuit, avoir une réflexion globale sur qu'est-ce que la ville de Toulouse la nuit, sur le travail de nuit aussi, la prise en considération du droit à la ville de jour comme de nuit, c'est important parce que la nuit, notamment les transports ou la sécurité, il peut y avoir des questions à se poser sur qu'est-ce qu'on offre aux citoyens à partir de 20 heures. Après, la nuit est longue. Il y a ceux qui se couchent à minuit, ceux qui se couchent un peu plus tard, voire plutôt même le matin. Donc comment ils appréhendent cette notion de la nuit voilà. Est-ce qu'ils ont vraiment, vous avez le sentiment qu'ils sont à l'écoute et qu'ils ont bien conscience de certaines problématiques? Les candidats? Je pense que pour certains, ce n'est pas une découverte, mais ils ont pour certains un peu oublié en effet ce qu'était le chant nocturne. En même temps, il me semble qu'aujourd'hui, ils prennent tous en considération cette question de la ville, du droit à la ville de jour comme de nuit. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, nous verrons dans leur programme si en effet il y a bien un chapitre et une prise en considération. Par exemple? Là, qu'est-ce qui ressort le plus urgent selon vous? Ce qui ressort, mais ce n'est pas uniquement de la part des candidats, ce qui ressort, ce qui est important à souligner, c'est dès la campagne pour cette élection du maire de la nuit, j'ai beaucoup déambulé et les Toulousains m'ont dit, voilà, il y a deux soucis majeurs. Le souci majeur, c'est le transport la nuit. Même s'il y a eu véritablement des efforts de fait avec le Noctambus qui existe, avec les horaires des métros qui ont été un peu étalés. Bon, transport. Mais pas que pour les étudiants d'ailleurs, hein. Ça concerne beaucoup d'entre nous. Mais c'est proche des facs. Mais il y a une ligne Noctambus, mais qui n'est pas suffisante, mais qui répond en partie, c'est déjà bien. Ensuite, il y a la question de l'insécurité ou de la sécurité ou du sentiment d'insécurité, ça dépend comment on se positionne et de quel bord on est. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour beaucoup de Toulousains, cette question existe et elle est prégnante. Très rapidement, et pour conclure, Christophe Vidal, vous êtes un homme de la nuit à Toulouse. À quoi ressemble la nuit à Toulouse? Qui sort à Toulouse la nuit? Tout le monde sort. Ouais. Tout le monde sort. Certains estiment, notamment les quadra-quinquas, qu'il n'y a pas suffisamment de lieux pour eux. D'autres répondent que finalement il y en a, mais ils ne sont pas peut-être suffisamment identifiés. Je pense qu'il y a aussi un problème de communication sur la nuit toulousaine, expliquer où aller, que faire. Eh bien, on attend le résultat de votre enquête et de votre étude. On suivra ça de près. Ouais. La nuit, bien sûr. Une dernière page de sport dans ce journal de début de semaine. Si les handballeurs nous ont fait rêver, ce n'est pas du tout le cas de nos rugbymen. Les stadistes se sont inclinés au Stade de France contre le Racing Métro 25-5 avec circonstances atténuantes. Les explications de Samuel Prieur. Sans du sautoir, Fritz McAllister ou Lambolé, tous blessés, et les autres joueurs cadres retenus en stage avec le 15 de France, le Stade toulousain n'a pas résisté très longtemps au Racing Métro 92. Boxis contré, c'est l'Irlandais Sexton qui aplatit au bout de 4 minutes. Malgré une belle possession, les Rouges et Noirs se font piéger au quart d'heure de jeu. 2 essais encaissés, la rencontre est presque pliée au Stade de France. Au retour des vestiaires, les Racingmen se rapprochent du bonus offensif grâce à Marc Andreu. Au courage, les joueurs de Guinoves inscrivent un splendide essai au bout du temps réglementaire. Essai signé Matanavou. Pas de quoi faire sourire le manager général du Stade toulousain. Son club, privé de ses meilleurs éléments, est actuellement 6e du top 14. Prochaine rencontre du Stade toulousain, ce sera contre Montpellier le 8 février, ici à Toulouse, au stade Ernest Vallon. Merci Christophe d'être venu sur ce plateau nous parler du maire de la nuit. Fin de cette édition, merci de nous être fidèles. Excellente soirée sur TLT.